Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demos Sartos. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet un petit peu différent, celui du vol des œuvres d'art. Alors quand on parle de vol d'œuvres d'art, je ne vais pas parler du vol qui a été orchestré par les grandes puissances coloniales, par les empires ou bien les vols qui ont été faits durant les différents conflits, mais bien des vols qui sont juste faits par volonté de se faire un petit billet ou pas. Et je vais surtout vous parler de 5 vols d'œuvres que je trouve les plus intéressants ou les plus rocambolesques. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, le dernier vol va vous étonner. Vous êtes sur Demos Sartos, la chaîne qui fait descendre l'art de son piédestal. Pour le premier vol, on va faire classique et surtout on va parler d'un événement dont tout le monde a forcément entendu parler au moins une fois dans sa vie, le vol de la Joconde. Quand on pense à la Joconde, on pense tout de suite à cette petite toile posée toute seule, en plein centre de la salle 711, dans l'aile de nom au Louvre, entourée d'une flopée de curieux souhaitant observer de plus près la femme au sourire énigmatique. Mais cette dernière n'a pas toujours été exposée dans cette salle et avec autant de sécurité. En 1911, le 22 août pour être précis, la toile du célèbre maître italien disparaît. On pense d'abord que la toile a été déplacée pour être prise en photo dans les ateliers du Louvre, et on ne se formalise pas plus que ça de sa non-présence dans les couloirs du musée parisien. Or, il se trouve qu'après vérification dans lesdits ateliers, la toile a bel et bien disparu. La sentence est tombée, la Joconde a été volée. Et c'est un coup de massue pour les officiels et les politiques de l'époque. Le musée parisien restera fermé pour que la police commence son travail d'enquête. Les 257 employés du musée seront interrogés et en récupèrent toutes leurs empreintes. Malheureusement, aucune ne correspond à celles qui sont trouvées sur la vitre protégeant la toile. L'enquête tourne en rond et on ne sait pas qui est à l'origine de ce recel. Les spéculations vont bon train et on va accuser à la fois le grand banditisme parisien, les Allemands et même les peintres cubistes. Pablo Picasso est en ligne de mire suite à un fait similaire remontant à quelques années auparavant. Le peintre espagnol s'était retrouvé impliqué dans une affaire d'achat de statuettes antiques qui avaient été volées, qui elles-mêmes avaient été achetées au poète Guillaume Apollinaire, qui lui-même les avait acquises auprès d'un escroc du nom de Guy Pierret. Apollinaire est même incarcéré quelques jours à la prison de la Santé, avant d'être innocenté, tout comme Picasso. Mais alors, qui a bien pu voler le tableau ? La question restera en suspens pendant de longues années, quand un antiquaire italien reçoit un étrange courrier. Alfredo Geri, commerçant florentin, est le destinataire d'une missive lui disant que la Mona Lisa est à vendre. D'abord suspicieux, l'homme en a vu des Mona Lisa durant sa vie, il se rend au rendez-vous donné par un certain Leonardo. Et ce qu'il va voir, il ne va pas le croire. La Joconde est bel et bien entre ses mains, et ce fameux Leonardo en demande 500 000 lire. Le marchand d'art reviendra accompagné de la police italienne et notre voleur Vincenzo Peruggia sera jeté en cellule. Mona Lisa retrouve le chemin du Louvre en 1914, mais avant se paye une petite tournée des musées italiens. Quant à Peruggia, il justifiera son geste comme un acte de patriotisme, souhaitant rendre à la nation italienne son joyau volé par les grognards de Napoléon. Sauf que le bonhomme il n'était pas très doué en histoire et avait complètement oublié que De Vinci l'avait vendu à François Ier. Notre voleur sera donc condamné à une peine de 1 an et ne restera enfermé que 7 mois. Van Gogh, on n'a plus besoin de le présenter. Le célèbre peintre néerlandais, connu pour les tournesols et son oreille coupée, passé à la postérité après son trépas, aura lui aussi eu le droit à son lot de vol. Notre second vol nous renvoie donc en 1991 au sein du musée Van Gogh à Amsterdam. Le dimanche 14 avril, un homme sort de sa cachette et met en joue les 2 gardes du musée. Everybody be cool, this is a robbery! Ce dernier force les gardiens à débrancher les systèmes de sécurité et fait ainsi entrer un complice. 20 toiles seront dérobées, dont Les Mangeurs de pommes de terre ou encore Autoportrait devant le chevalet, réalisé en 1888. Les malfaiteurs rangent les toiles dans des sacs à costumes et dans un sac de sport. L'alarme sera donnée précisément à 4h48 par les gardiens du musée, alors libres de leur mouvement. On avait vraiment affaire à des amateurs en termes de vol. Oh merde! Oh, c'est con ça! On pourrait penser que l'affaire allait durer des jours, des mois ou quand bien même des années avant que l'on puisse remettre la main sur les toiles, mais il ne faudra que 35 minutes aux forces de l'ordre pour retrouver les 20 tableaux. Combien? Oui,
35 minutes pour résoudre l'un des plus grands vols d'œuvres d'art depuis la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas. À croire que les voleurs étaient ou des amateurs ou des rigolos. Les toiles seront retrouvées dans une voiture à proximité de la gare de l'Amstel. Le second véhicule n'arrivant pas à cause d'un pneu crevé, les ravisseurs ont décidé de laisser la voiture sur place et sont repartis à pied, permettant ainsi au tableau d'être retrouvé très rapidement. Malheureusement, une des toiles, Champ de blé au corbeau, sera retrouvée dans un état préoccupant et nécessitera pas loin de 3 ans afin d'être restaurée et d'être remise dans son état originel. L'enquête mettra en avant qu'un des gardiens du musée était complice de ce vol et qu'il avait intrigué pour laisser l'un des cambrioleurs s'enfermer dans le musée avant la fermeture pour la nuit. Bon, je pense que tout le monde connaît Edvard Munch et l'un de ses plus célèbres tableaux, Le Cri. On en a déjà parlé dans l'une des premières vidéos de la chaîne, dont vous pouvez retrouver le lien en haut de votre écran. Bon, alors généralement, les toiles ne se font dérober qu'une seule fois dans leur vie, mais attendez la suite. Le tableau de Munch, lui, aura le droit à 2 vols. Un en 1994 et un autre 10 ans après. Le premier aura lieu alors que la Norvège accueille les Jeux Olympiques d'hiver à Lillehammer. Alors que la majorité des forces de l'ordre est occupée à surveiller les cérémonies à 180 km d'Oslo, 2 hommes armés d'une échelle cassent une fenêtre, entrent dans le musée, volent la toile en 50 secondes chrono. Le vol le plus rapide de l'histoire. Le chef de la sécurité ne se déplacera même pas, croyant à une erreur ou à un déclenchement intempestif. Grand mal lui en aura pris. Les voleurs tentent de demander une rançon au gouvernement norvégien, qui refusera de payer. Le tableau sera retrouvé en très bon état 3 mois après, dans la ville où Munch avait un chalet. Le brigand, Paal Enger, ancien footballeur professionnel, n'est pas inconnu des services de police. En effet, il avait déjà été arrêté quelques années auparavant pour avoir dérobé un autre tableau de l'artiste. Il sera condamné à 6 ans de cabane, s'échappera, sera repris et finira par devenir artiste peintre. En 2004, c'est un autre Cri, ainsi qu'une Madone qui sont dérobés une nouvelle fois à Oslo. Mais cette fois-ci, le casse va être un petit peu plus violent. Alors que le musée est plein à craquer de touristes, 2 hommes armés, portant des masques de ski, entrent en force dans le musée et menacent les gardiens. Les hommes savaient exactement où étaient les tableaux et ils les arrachent du mur. Les touristes sont sous le choc et les experts craignent le pire au vu de la violence du vol. On s'attend à retrouver les tableaux dans un état déplorable. Les toiles vont disparaître durant 2 ans avant d'être retrouvées, heureusement, en super bon état. C'est une très bonne nouvelle pour les passionnés de peinture. Le Cri et la Madone, qui sont sans aucun doute les plus beaux tableaux d'Edvard Munch, ont été retrouvés. Ils sont en bon état. Ils avaient été dérobés il y a un peu plus de 2 ans au musée Munch d'Oslo. Les voleurs, eux, courent toujours. 3 hommes seront inculpés dans cette affaire et prendront entre 5 et 10 ans de prison. Le gouvernement norvégien s'assurera, enfin tout du moins assurera la presse de n'avoir versé aucune rançon aux ravisseurs et qu'il s'agit simplement d'un travail conjoint entre les forces norvégiennes et les forces de Scotland Yard. Notre prochaine affaire nous ramène encore un petit peu dans le passé, en 1934. Nous sommes dans la cathédrale de Saint-Bavon de Gand et le sacristain va faire une découverte des plus malvenus. Alors qu'il commence sa ronde, il se dirige, comme à son habitude, vers le retable de l'adoration de l'anneau mystique, chef-d'œuvre des frères Van Eyck. Et c'est là qu'il va se rendre compte que quelque chose cloche. Il manque 2 panneaux, celui des juges intègres et un Saint Jean-Baptiste. En lieu et place, que du vide et une note stipulant que les tableaux ont été dérobés. Le Saint Jean-Baptiste sera retrouvé dans une consigne de la gare de Bruxelles, suite à des courriers anonymes menant les enquêteurs sur la piste du panneau. Toutefois, le panneau des juges intègres reste encore porté disparu. Les dires d'un homme vont faire sensation à cette époque-là. En effet, Arsène Godertier livre sur son lit de mort une bien étrange phrase « Moi seul sais où se trouve l'agneau mystique » avant de rendre son dernier souffle.
Les nazis tenteront eux aussi de retrouver le panneau afin de compléter le retable, mais pas pour les mêmes raisons que les enquêteurs et les officiels belges. En effet, dans son entreprise de spoliation des œuvres, Hitler souhaitait faire de ce chef-d'œuvre la pièce centrale de son musée. Preston, you and Campbell head towards Belgium, specifically Ghent. What's in Ghent? Used to be the altarpiece. They took the Ghent altarpiece? Le retable retrouvera sa grandeur d'antan que très récemment, après moult restaurations, mais sans le panneau manquant. Enfin, sans le panneau manquant, sans l'original. Aujourd'hui, la version que nous pouvons voir est une copie qui est réalisée par un maître copiste spécialisé dans les primitifs flamands. Et pour finir notre épisode, on va parler de l'un des casses les plus importants des 20 dernières années, mais surtout un vol qui n'est toujours pas résolu. L'histoire se passe en 1990 à Boston. Alors que la Saint-Patrick bat son plein dans la ville, la police sonne à l'entrée d'un musée et donne l'ordre à l'un des gardes d'ouvrir la porte. Ne voyant pas de souci à s'exécuter, ce dernier ouvre la porte et laisse donc entrer les loups dans la bergerie. Une fois que les faux policiers seront rentrés dans le musée Isabella Stewart Gardner, ils ligotent et menottent les gardiens. Ainsi, les deux malfaiteurs seront tranquilles pour se balader dans le musée et faire leurs petites emplettes. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'il y a zéro logique dans le vol des tableaux. Toutes les époques seront ciblées, de la peinture du XVIIe siècle aux impressionnistes. Les gardes seront libérés 5 heures plus tard quand la relève arrivera. Ils seront sains et saufs, mais sous le choc. Les toiles, quant à elles, sont encore dans la nature près de 33 ans après. Le montant du butin s'élève aujourd'hui à environ 600 millions de dollars. Peut-être qu'un jour nous verrons le dénouement de cette affaire. Aujourd'hui, on estime que pas loin de 20 à 30 tableaux disparaissent des musées tous les ans, ce qui en fait l'un des sujets les plus tabous pour les conservateurs, les directeurs et les musées eux-mêmes. Et voilà qui marque la fin de cet épisode. J'espère que cette histoire un petit peu différente de ce que je raconte d'habitude vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous renseigner un petit peu plus sur les divers cas qui existent dans le monde de l'art. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à mettre un like et à commenter. Ça nourrit l'algorithme et c'est toujours sympa. Il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine et surtout n'oubliez pas, restez curieux, restez artiste.